Quand tu as un objectif de perte de poids, il y a plusieurs facteurs qui sont à tenir en compte. Évidemment, le nombre de calories que tu vas ingérer va être un gros facteur, mais le nombre de calories que tu vas dépenser va en être un aussi. Le plus gros problème avec le nombre de calories que tu vas dépenser, c'est que tu as beaucoup moins de contrôle là-dessus que le nombre de calories que tu vas ingérer. Il y a énormément de facteurs qui vont peser dans la balance, presque littéralement, sur le nombre de calories que tu vas dépenser dans une journée. On pense évidemment à l'activité physique en général, donc c'est sûr que si tu fais beaucoup de sport, que tu t'entraînes, que tu fais du cardio, que tu fais beaucoup de pas dans ta journée parce que de façon générale, tu es très actif, on pense à ça en termes de dépenses énergétiques, mais il y a quand même plusieurs autres facteurs qui vont venir influencer à quel point tu vas dépenser de l'énergie dans ton quotidien. Donc aujourd'hui, on va regarder ça ensemble pour voir quel genre de facteurs peuvent avoir un impact sur ta dépense énergétique pour que tu aies peut-être une meilleure compréhension de pourquoi est-ce que tu vois certains résultats ou peut-être l'absence de certains résultats. D'abord, évidemment, il y a la dépense énergétique à travers l'activité physique. Et ça, on va en parler en premier parce que c'est pas mal la seule chose sur laquelle tu as un réel contrôle. Donc, c'est sûr que si tu fais du sport, encore une fois, de l'entraînement, du cardio, tu fais beaucoup de pas dans ta journée parce que tu as une job qui est relativement active, c'est sûr que ta dépense énergétique va être plus élevée. Et c'est sûr que si tu as une job qui est très active, exemple, tu travailles dans la construction et tu passes à un moment où est-ce que tu es beaucoup plus sédentaire, mais là, c'est sûr que la dépense énergétique devrait naturellement diminuer aussi. Donc ça va, c'est relativement simple. Je pense que tout le monde sait ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu as, pour la majorité, le contrôle. Par contre, il y a plusieurs facteurs sur lesquels tu n'as absolument aucun contrôle. Donc déjà en partant, il y a le métabolisme basal, donc la dépense énergétique que ton corps doit dépenser juste pour te garder en vie si tu fais absolument rien dans ta journée. Et quand je dis absolument rien, c'est vraiment absolument rien. C'est vraiment la dépense énergétique pour le gros minimum, ne serait-ce que pour te garder en vie. Donc si tu restais couché dans ton lit 24 heures, c'est la dépense énergétique que ton corps devrait dépenser pour garder tes organes en vie. Donc ça, il y a plusieurs facteurs qui vont venir contribuer là-dedans, notamment ton âge, ton sexe, ton poids total, ton ratio de masse musculaire par rapport à ta masse grasse parce que le tissu musculaire est plus métaboliquement dispendieux que le tissu adipeux. Donc exemple, quelqu'un de 150 livres qui a 120 livres de masse maigre, donc 120 livres de masse musculaire, tissu osseux, tout ça, et quelqu'un qui pèse 150 livres et qui a seulement 60 livres de masse maigre, donc qui est beaucoup plus gras, n'aura pas la même dépense énergétique, même s'ils ont le même âge, le même sexe. Donc ça, c'est pas mal la base en termes de dépense énergétique et beaucoup de gens vont avoir tendance à dire qu'en vieillissant, le métabolisme est ralenti et c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont prendre du poids. Sauf que ce que les études se rendent compte, c'est que le métabolisme de base va avoir tendance à augmenter exponentiellement jusqu'à à peu près notre vingtaine, mais à partir de la vingtaine, il reste sensiblement au même niveau jusqu'à environ la fin cinquantaine, début soixantaine pour graduellement redescendre. Donc les gens qui vont dire ça, qui sont dans leur quarantaine, c'est pas que votre métabolisme de base ralentit. Le métabolisme, c'est quelque chose de base qui est facile à blâmer parce que tout le monde en a entendu parler, mais en soi, c'est pas probablement pas ça le problème. Il y a d'autres facteurs qui vont peser dans la balance. Un autre facteur qui va largement contribuer sur la dépense énergétique, c'est ce qu'on va appeler le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc la thermogénèse qui est non associée à de l'exercice. Ce qui veut dire que tous les petits mouvements qui sont dans la grande majorité subconscientes et involontaires sont considérés comme une dépense énergétique. Donc exemple, moi actuellement, je suis en train de gesticuler, en train de parler, ça c'est largement subconscient. Là, c'est rendu conscient parce que j'y pense, mais pour la majorité du temps, c'est subconscient. Ça fait partie des dépenses énergétiques du NEAT. C'est de l'énergie, entre guillemets, additionnelle que mon corps peut se permettre d'évacuer et donc ça se produit à travers des mouvements comme ça. Les gens qui ont tendance à taper du pied, les gens qui ont tendance à gesticuler beaucoup, c'est toutes des affaires qu'on ne se rend pas compte et c'est juste notre corps qui a une façon d'évacuer un petit surplus d'énergie. Et ça, si jamais on est en déficit calorique, soit très intense ou pour une période de temps prolongée, c'est quelque chose qui peut avoir tendance à diminuer. Donc, plus on s'en va loin dans un déficit calorique, exemple quelqu'un qui fait une prep pour une compétition ou un photoshoot, plus le NEAT va diminuer parce que moins le corps va avoir d'énergie de trop à dépenser. Et ça, encore une fois, c'est subconscient. C'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle parce que ça, c'est ton corps qui juge qu'il n'y a plus assez d'énergie pour être capable d'en dépenser de façon additionnelle. Donc, il va chercher à préserver ce qu'il va avoir. Donc, il y a une différence entre préserver l'énergie qu'il y a en limitant les dépenses énergétiques superflues comme ça et ce qu'on va appeler souvent l'espèce de mode survie. Le mode survie n'existe pas. Par contre, ton corps peut définitivement diminuer sa dépense énergétique s'il a l'impression qu'il est constamment en train de se faire priver. Et ça, il y a une bonne partie génétique là-dedans. Il y a des études qui avaient démontré qu'en donnant un surplus calorique de 1000 calories à
plein de monde, les gens répondaient de façon très différente. Il y a des gens qui, avec un surplus calorique de 1000 par jour, ne prenaient absolument pas de poids, comme il y a des gens qui prenaient vraiment beaucoup de poids, toujours avec le même surplus calorique. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui, naturellement, quand on leur donnait plus de calories, il y avait tendance à spontanément augmenter considérablement leurs dépenses énergétiques. Donc, il y avait tendance à bouger beaucoup plus, sans nécessairement que ça soit du sport, mais le fait d'ingérer plus de calories faisait en sorte qu'il y avait plus d'énergie à sortir et c'était un choix qui était totalement inconscient. Versus, il y a d'autres personnes qu'on leur donne un surplus calorique et ils ne bougent pas plus. Donc, si la dépense énergétique n'augmente pas, le fait d'ajouter des calories fait en sorte qu'ils vont avoir tendance à prendre du poids. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle. Tu peux décider de faire plus d'activité physique, mais si on te dit de ne changer absolument rien à ta vie et que là, en te donnant plus de calories, naturellement, sans y penser, sans faire d'efforts, tu te mets à bouger plus, ça, c'est une grosse partie de génétique et tu n'as malheureusement pas le contrôle là-dessus. Non seulement le corps tombe un petit peu en mode où est-ce qu'il veut préserver son énergie le plus possible parce qu'il y en a de moins en moins qui rentrent, donc les dépenses énergétiques qui sont considérées comme superflues vont être minimisées, mais il y a aussi le fait que comme il y a de moins en moins d'énergie qui rentre, toi, en tant que personne, tu as de moins en moins d'énergie à donner aussi. Donc, ça se peut que les efforts que tu vas mettre dans ton cardio, dans tes entraînements physiques, dans ton sport, aient tendance à diminuer aussi. Donc, ta dépense énergétique par le même fait. C'est sûr que si tu es quelqu'un qui consommait 3000 calories par jour et que là, tu es rendu en fin de cote avec 1600 calories par jour, tu n'auras pas la même dépense énergétique quand tu as 1600 calories qui rentrent parce que vu que tu as beaucoup moins de fuel qui rentre, tu as beaucoup moins de fuel à sortir aussi. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, au fur et à mesure qu'une perte de gras avance, habituellement, on a plus ou moins le choix de continuer de creuser un déficit un petit peu plus bas en coupant un petit peu les calories et en augmentant un peu la dépense énergétique. Donc non seulement ta dépense énergétique considérée subconsciente va diminuer, considérant que tu as un apport calorique de moins en moins élevé, mais ta dépense énergétique à travers tes activités physiques aussi va diminuer parce que tu as moins d'énergie à donner. Sans compter le fait qu'au fur et à mesure que tu perds du poids, ton corps a de moins en moins de poids à traîner, donc de moins en moins d'énergie à dépenser juste pour te garder en vie. Fait que ton métabolisme de base à quelqu'un qui pèse 200 livres versus t'es rendu à 150 après ne sera vraiment pas le même. C'est beaucoup plus exigeant en termes d'énergie d'entretenir un corps à 200 livres qu'un corps à 150 livres. Donc, au fur et à mesure que ton poids diminue, non seulement ton métabolisme de base va diminuer parce que ça te demande de moins en moins d'énergie à maintenir ça, mais en plus, ta dépense énergétique subconsciente va diminuer à travers le NEAT et ta dépense énergétique à travers tes activités physiques va diminuer. Non seulement parce que tu as moins d'énergie à donner, mais aussi parce que tu traînes moins de poids. Donc, ton activité physique en soi, elle est moins exigeante parce que tu as moins de poids à traîner. Donc, encore une fois, exemple, quelqu'un qui fait 20 minutes de cardio, peu importe la vitesse, quelqu'un qui pèse 200 livres et quelqu'un qui en pèse 150, à la même intensité, n'auront pas la même dépense énergétique parce que la personne qui pèse 200 livres a beaucoup plus d'énergie à dépenser pour faire le même niveau d'effort. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plein de facteurs qui viennent jouer là-dedans. Oui, le métabolisme, c'en est un, mais c'est beaucoup moins influencé par le vieillissement qu'on pense. Par contre, ça peut être influencé beaucoup par notre poids et notre ratio de masse musculaire et masse adipeuse. Il y a le NEAT, donc la dépense énergétique non associée à l'activité physique, celle qui va être beaucoup plus subconsciente, celle qui est beaucoup plus associée à gesticuler puis à une dépense énergétique, disons, un peu plus superflue. Ça aussi, ça va avoir tendance à diminuer au fur et à mesure que le poids diminue et qu'un déficit calorique est prolongé. Il y a le fait qu'en diminuant notre poids graduellement, le métabolisme va avoir tendance à ralentir parce qu'on a de moins en moins d'énergie à avoir besoin de dépenser pour le maintenir parce qu'on a de moins en moins de poids à traîner. Et il y a aussi le fait que comme on perd de plus en plus de poids et qu'on est en déficit pendant de plus en plus longtemps, à travers notre activité physique, on va dépenser de moins en moins d'énergie aussi, non seulement parce que comme on traîne moins de poids, la dépense énergétique est moins exigeante, mais il y a aussi le fait qu'on a moins d'énergie à donner dans l'activité physique parce qu'on est en déficit depuis plus longtemps. Donc vous avez peut-être envie de perdre du poids, mais votre corps, lui, ça lui tente pas pantoute. Alors il va continuellement essayer de se protéger comme ça et plus votre pourcentage de gras diminue, plus il va essayer de se battre contre vous. Et le dernier petit point qui va quand même influencer la dépense énergétique, qui a un impact un peu plus minime, mais qui est quand même présent, c'est ce qu'on va appeler l'effet thermogénique de la nourriture. Donc, chaque macronutriment a un effet thermogénique qui est différent. Donc, entre les protéines, les glucides et les gras, ils ont chacun une dépense énergétique différente juste pour l'assimilation. Donc, de façon générale, les gras sont assimilés environ à 98 à 100%. Donc, pour 100 calories de gras, on assimile environ 98 à 100 de ces calories-là. Il y a plus ou
ou moins 1 à 2% qui sont utilisés ne serait-ce que pour l'absorber. Donc, ça veut dire que pour 100 calories de gras, on en absorberait environ 98-99. Les glucides, ça serait plus un 5 à 10% qui serait utilisé pour l'assimilation. Donc, si on consomme 100 calories de glucides, on en absorberait environ 90 à 95. Mais la protéine, c'est le macronutriment qui a l'effet thermogénique le plus élevé. Mais la protéine, c'est le macro qui a l'effet thermogénique le plus prononcé. Donc, pour 100 calories de protéines, on en absorberait environ 70 à 80. Il y a un 20 à 30% des calories ingérées par les protéines qui sont dépensées juste pour les assimiler. Donc, c'est la raison pour laquelle, à calories égales, deux diètes différentes, une élevée en protéines et une plus faible en protéines, la diète qui a un peu plus de protéines dedans a tendance à avoir des meilleurs bénéfices en termes de perte de poids, justement parce qu'une plus grande partie de l'énergie ingérée va être dépensée pour l'assimilation des nutriments et non pour le stockage ou l'utilisation en termes de source d'énergie. Donc non seulement la protéine a évidemment des bénéfices en termes de préserver, voire bâtir de la masse musculaire, ça a aussi des bénéfices en termes de satiété parce que le macronutriment de protéine est celui qui te bourre le plus, donc celui qui offre le plus grand sentiment de satiété. Et en plus, donc non seulement les protéines ont évidemment des bénéfices sur le maintien, voire développement de la masse musculaire, mais à calories égales, comme elles offrent un sentiment de satiété qui est habituellement plus élevé que les glucides et les gras, si on a les mêmes calories mais qu'on a plus de protéines, le sentiment de satiété avec la diète plus élevée en protéines a tendance à donner un plus grand sentiment de satiété, donc plus difficile de déroger ou d'avoir des cravings. Mais comme les protéines ont tendance à être le macronutriment qui donne le plus grand sentiment de satiété, si on prend deux diètes avec les mêmes calories mais une qui est beaucoup plus élevée en protéines, celle-là va avoir tendance à donner un sentiment de satiété plus élevé que l'autre et donc ça va être plus facile de contrôler l'appétit, donc de trop manger, mais aussi de contrôler les cravings et d'avoir tendance à déroger. Et aussi, comme je viens de dire, les protéines sont le macronutriment qui ont l'effet thermogénique le plus élevé, ce qui veut dire qu'une plus grande partie de l'énergie qu'on va ingérer va être utilisée juste pour l'assimilation. Donc, ça fait partie des raisons de pourquoi les diètes plus élevées en protéines, en termes de perte de gras, sont aussi bénéfiques. Non seulement pour le maintien, voire développement de la masse musculaire, mais aussi pour le côté satiété et le côté effet thermogénique. Donc, comme vous pouvez voir, à part contrôler votre alimentation en termes de contrôler évidemment l'apport calorique, mais le ratio de vos macronutriments pour favoriser un maintien, voire développement de la masse musculaire avec suffisamment de protéines, mais aussi un effet thermogénique qui est un petit peu plus intéressant. À part ça et votre dépense énergétique en termes de contrôler le nombre d'activités physiques que vous faites, vous n'aurez quand même pas le contrôle sur la dépense énergétique en soi durant votre activité physique, mais vous pouvez consciemment faire plus d'activité physique. Mais en dehors de ça, il y a quand même plusieurs facteurs sur lesquels vous avez aucun contrôle. Évidemment, le NEAT, vous n'avez pas de contrôle sur votre métabolisme, vous pouvez juste l'influencer un peu à travers un ratio de masse musculaire et de masse grasse différent. Et vous n'aurez malheureusement pas le contrôle sur comment votre métabolisme et votre NEAT s'adaptent à un déficit calorique et à une perte de poids. Donc, plus un déficit calorique intense et ou prolongé sont maintenus et ou que vous perdez du poids, plus le métabolisme va avoir tendance à diminuer et le NEAT par la même occasion. Donc, stressez pas si ça devient de plus en plus difficile de perdre du poids au fur et à mesure que vous en perdez. C'est juste normal, c'est votre corps qui est en train de s'adapter. Gardez en tête que le but du corps, c'est de survivre, c'est pas d'avoir un six-pack. Donc, si jamais vous avez tendance à diminuer votre body fat et que ça devient de plus en plus difficile d'aller chercher le prochain step, c'est juste normal, ça fait partie de la game et ça veut dire que vous avez probablement juste besoin de franchir ce plateau-là avec une prochaine étape. Encore une fois, le but du message, c'est pas de dire que vous devez couper toutes les calories puis que vous devez faire un fuck ton de cardio puis manger exclusivement de la protéine. Ça, c'est le bout que je vous encouragerais fortement à aller vous chercher un ou une coach pour vous accompagner là-dedans pour que ça soit le plus soutenable possible. Mais c'est juste pour vous faire un rappel qu'il y a un paquet de facteurs qui sont hors de votre contrôle et ça fait partie de la game. Il faut simplement le savoir et savoir comment s'adapter. Fait que si jamais tu as aimé la vidéo, je t'encourage à laisser un like et t'abonner pour t'assurer de n'en manquer aucune et on se revoit pour une nouvelle la semaine prochaine.